Il m'a dit, tu sais, quand on a soif, on va boire de l'eau. Et quand on a besoin d'un artiste, on va penser à toi, Mani. Est-ce que tu as joué un rôle sur le fait que Snoop Dogg ait porté la flamme olympique? J'avais toujours peur de mal faire, mais en fait, non, les Américains, ils ne te critiquaient pas. Les Américains, ils te mettent à l'aise. C'est à quel moment que tu décides d'ouvrir ta propre société? Il y a une phrase qui dit « Méfiez-vous des rêves de jeunesse, car ils finissent toujours par se réaliser. » Si tu travailles pour les autres, tu vas exécuter leurs rêves. Et je me suis dit, moi, je vais faire mon propre rêve. Le plus grave dans la vie, c'est les regrets. Et le temps, c'est le plus gros asset. Qu'est-ce que tu vas laisser? 45 ans de salariat? Au mieux, tu as le succès, au pire, tu as une expérience. Quel a été ton premier deal? Moi, j'ai commencé tout petit. Des artistes que personne connaissait. Et je me suis entraîné sur eux. Ça a été le plus gros, c'était Puff Daddy à l'époque. Et Puff Daddy, c'était le roi sur Terre. Aujourd'hui, j'ai 21 500 numéros dans mon téléphone. Je mets 4h30 pour faire un backup d'iPhone. Le travail d'aujourd'hui te facilite le travail de demain. Moi, j'ai jamais de vacances, et en même temps, je travaille jamais. J'aimerais m'ennuyer. C'est un mot que je ne connais plus. Comment tu l'as créé, ce réseau? Il y a un proverbe arabe qui dit, avec une main, tu peux pas applaudir. Tu as besoin des autres pour avancer dans ton business. C'est moi, quand je parle avec une Rihanna ou que je parle avec un Kekon, c'est des amis. Il peut toucher n'importe qui, même le président des États-Unis. On te prend plus au sérieux quand tu as rencontré Barack Obama. Tu ne connaissais pas de Marocain. C'est vrai? Non, tu peux quitter le Maroc, mais le Maroc va jamais te quitter. Et je pense que le Maroc est le pays le plus prêt aujourd'hui en Afrique pour pouvoir justement accueillir ce genre d'événement. On a l'hospitalité. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne. On est aujourd'hui avec un invité de prestige donc, que je vais vous présenter. Juste avant, j'aimerais vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui regardent les vidéos. Merci de votre fidélité et pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, welcome à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre toutes les vidéos qu'on va faire par la suite. Des podcasts hyper enrichissants avec des entrepreneurs à succès. Et je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui. C'est parti. On accueille Mani Nordine, reconnu comme manager des plus grandes stars internationales et influent dans le monde artistique. Il est le fondateur de l'agence AAC, spécialisée dans la gestion de carrière artistique et l'organisation d'événements. Marocain d'origine, ayant immigré avec ses parents à l'enfance dans une province française, il sort des sentiers battus pour commencer sa carrière à New York en tant que chorégraphe. Il devient rapidement une pointure dans sa discipline qui lui vaut de travailler avec les meilleures stars du moment. Il accompagne aujourd'hui au sein de son agence des centaines de stars reconnues mondialement et il est à l'origine de nombreuses mises en relation entre stars et événements ou organisations mondiales. Il nous livre sa vie entrepreneuriale et le mindset qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Bon visionnage. Salut Mani, comment tu vas? Super, toujours bien, surtout quand on est à Marrakech. Hein. Ouais. Merci pour l'invitation déjà. Merci à toi. Merci à toi. Donc, je voulais un peu revenir sur notre rencontre en 2021 à Dubaï. Absolument. Donc, je suis hyper honoré de t'avoir parce que, en plus de ça, j'ai une chose à te dire. Merci. Parce qu'à Dubaï, on avait discuté, j'avais même pas encore commencé la chaîne YouTube. Et je t'avais dit que je voulais faire une vidéo potentiellement avec toi si tu serais apte à être un de mes invités. Et tu m'avais répondu gentiment, écoute, quand tu commences, tu m'appelles et ça sera avec grand plaisir. Donc, tu es un homme de parole et je tiens à te remercier. Merci beaucoup. On dit un homme sans parole n'est plus un homme. Et chose promise, chose due, je suis là. Merci à toi. Alors, comment ça va? Super, franchement, excellent. Je suis à Marrakech, je suis arrivé il y a 2 jours. J'ai une maison ici, donc je suis au top. Il fait extrêmement chaud, mais bon... On aime la chaleur, hein. C'est Marrakech. Chasing the sun, hein. C'est Yes. Marrakech, on vient pour ça aussi. Tout va bien, j'ai une année exceptionnelle. On essaie toujours d'essayer d'élever le niveau. On croit en nos rêves, on poursuit nos rêves. On est là aussi pour inspirer les gens. Et je suis très fier que tu aies été au bout de ton projet. Et ça fait plaisir de voir la jeunesse comme ça se battre et tout. Et surtout concrétiser des projets. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais c'est mieux d'exécuter. Exactement. Il faut passer à l'exécution. Et tu me l'avais dit en plus. Tu m'as dit, écoute, il faut exécuter maintenant. Ouais, parce que les idées, tout le monde en a. Ouais. Le plus dur, c'est d'exécuter. Et souvent, les gens, ils se disent « Ah, mais j'ai l'idée du siècle. » Mais tout le monde a la même idée que toi. Quand tu te réveilles le matin, il y a la même personne au fin fond de Tokyo ou de Caracas qui se dit « J'ai la même idée que toi. » Mais la différence entre lui et toi, toi, tu vas l'exécuter. Et l'idéal, en anglais, on dit « You have to deliver ». Tu dois délivrer. Ce que tu as dit, tu dois le faire. Vraiment, tout fait sens. Absolument. Et puis, comment s'est passé les JO? Les JO, c'était exceptionnel à Paris. Alors, ce qui est fou, c'est qu'au départ, tout le monde critiquait la France, comme d'habitude. Les Français eux-mêmes critiquaient leur même propre pays. Mais ça, c'est très franco-français. Et moi, j'ai été voir Léon, là, tu sais, la finale natation. J'ai été invité en présidentielle.
J'ai jamais vu une organisation aussi bien. On n'a pas attendu pour rentrer, on n'a pas attendu pour sortir. Tout le monde était très satisfait des JO. Tout le monde critiquait la circulation, pas du tout. Il n'y avait pas de problème de circulation. J'ai eu la chance d'être avec Snoop Dogg, donc c'était génial. On a partagé des moments exceptionnels durant les JO. On a fait du business ensemble. Donc je pense que c'était sincèrement très positif. Hein. Magnifique. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je te posais la question, parce que j'étais énormément vu sur les réseaux sociaux. Tu étais dans les JO, enfin, aux JO de Paris, et tu étais avec Snoop Dogg. Donc j'avais une question par rapport à ça, là, dans l'immédiat, dans le feu. Est-ce que tu as joué un rôle sur le fait que Snoop Dogg ait porté la flamme olympique? Absolument. Magnifique. On était en relation avec le gouvernement français et en fait, on a profité de sa venue. J'ai été contacté par tout le monde, dont je tairai des noms, mais des ministres et bien sûr le chef d'État pour sa venue parce qu'en fait, Snoop, c'est pareil, personne ne l'attendait. Tout le monde s'est dit, ouais, Snoop, aux Olympiques, par rapport à l'image qu'il a West Coast, etc., weed, etc. Mais en fait, non, c'est quelqu'un qui adore le sport, c'est un passionné de basketball, c'est un passionné de baseball, c'est un passionné de breakdance, c'est un passionné de football. Il m'a étonné parce qu'on a eu des conversations sur le foot. Il connaissait plein de joueurs, etc. On a parlé d'Mbappé parce que, comme je fais un truc avec Mbappé sur l'OE pour la communication internationale, je lui ai offert une enceinte, il était super content, il lui a fait une dédicace à Mbappé. Puis je trouve ça bien, les mondes qui se rencontrent comme ça, le foot, la musique, je trouve ça génial. Puis il a ouvert la cérémonie du breakdance, je trouve ça exceptionnel. Magnifique, magnifique. Et on aura l'occasion d'en parler un peu juste après. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être, qui arrivent sur la chaîne, j'ai fait une petite présentation juste avant qui sera au montage, mais j'aimerais t'entendre, que tu te présentes avec tes mots et que tu puisses nous dire un petit peu ton parcours, où tu as commencé et ce qui fait que tu es là aujourd'hui, le Mani Nordine d'aujourd'hui. Alors, Mani Nordine, je suis le président d'American Artists Company. C'est une société qui a été créée à New York en 1997, donc c'est pas d'hier. À la base, on est producteur, manager, éditeur, booker. Mais moi, je vais plutôt dire, je dis toujours networker. Notre métier à nous, c'est plus du réseau. Donc, on a la chance d'avoir un réseau dans la musique, dans la mode, dans le cinéma et également tout ce qui est celebrity networking. Et notre métier à nous, c'est des gens nous approchent pour pouvoir approcher des célébrités. Donc, on appelle ça en anglais celebrity networker. Donc, voilà vraiment notre corps de métier. D'accord. Donc, parfait. Et alors, ça a commencé comment? Les débuts de Mani, vraiment, on va dire, enfance. Alors, c'est une enfance très heureuse au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Taounet, plus précisément l'Azaïb, c'est un petit douar dans la pampa, pas d'électricité, bonheur total, vie très simple, avec des chevaux, jouer dans la campagne, la famille, les fêtes, les mariages, etc. Et après, il y a eu le choc culturel de l'immigration de mes parents pour des soucis économiques comme tous les Marocains, je pense. Ils avaient besoin de voir le rêve français, le French Dream. Donc mes parents, ils sont venus en France. Et pour moi, c'était un choc parce que je suis arrivé pendant l'hiver, il faisait froid. Je ne comprenais pas. Moi, je voulais mes amis. Quel âge? J'avais entre 7 et 8 ans. Okay. Donc ça choque quand même à cet âge-là. Ouais. Parce qu'on est très attaché à nos amis, nos racines, etc. Et quand je suis arrivé en France, je me suis assez bien adapté. Au départ, c'était plus compliqué. Après, je me suis bien adapté. Et j'ai eu la chance, nous, dans les quartiers en France, bon, c'était une cité avec tout ce que ça comporte, les biens et les mauvaises choses. Mais la bonne chose, c'est qu'on faisait beaucoup de sport quand on était jeunes. On avait la chance d'être accompagné par le gouvernement. Donc, il y avait toujours des MJC, des centres culturels, des éducateurs. Ça, c'était bien quand même, ce côté-là. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui dans les cités. Plus trop. Hein. Plus trop, c'est quand même désolant. Ouais. Parce que justement, c'est comme ça que les jeunes, tu les tiens. On a une énergie débordante. Donc, moi, j'avais la chance. Souvent, dans les quartiers, il y a des terrains de foot. Nous, on n'avait pas de terrain de foot. On avait, mais c'était un peu plus loin. On avait un gymnase hélicurel de gym. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et avec des capacités un peu de petit enfant marocain, dynamique, etc., j'avais des super capacités. Et en fait, je me suis pris d'amour pour ce sport qui était la gymnastique. Donc, j'étais aux agrès, barres parallèles, au sol, etc., aux anneaux. Et j'ai commencé à avoir un sacré succès. Et je commençais à être un des champions de la région. D'accord. Voilà, Donc, très jeune. C'est comme ça que alors ça a commencé, ouais. Très, très jeune. Ouais. 9 ans. Et malheureusement, je me suis blessé quand j'étais vraiment au paroxysme où j'allais, pour moi, dans ma tête, aller au championnat de France, championnat d'Europe, même peut-être plus loin. Et mes parents, ils ont dit, fais un sport qui est un peu moins dangereux. Donc, j'ai choisi la danse. Et il y avait ce qu'on appelle, encore une fois, pas loin de chez moi, la maison de la danse. Et j'ai intégré cette maison de la danse. Et pareil, avec les aptitudes de gym, tu peux imaginer que c'était beaucoup plus simple pour les gens normaux.
Et à 14 ans, j'ai gagné le premier concours du Conservatoire supérieur. Donc, c'était le Graal, qui était une bourse pour aller étudier à New York, à Broadden Center. Donc, à 16 ans, je me suis retrouvé là-bas. Pareil, encore une fois, un Indien dans la ville, à New York, Times Square. Je dis, waouh, où je suis? Je dis, c'est un truc de fou. Je passe de Maroc à Dijon. Et pas la transition Paris, hein. Dijon, New York. Je dis, wow, c'est fou. Donc, j'ai étudié, j'ai fait un réseau incroyable, j'ai rencontré des gens exceptionnels, dont James Rogers, qui a une espèce de légende dans la danse. C'est lui qui a fait Fame, c'est lui qui a fait West Side Story, c'est lui qui a fait tous les plus grands films, breakdance, etc. Et il m'a pris un peu sous son aile et j'ai eu la chance de rencontrer plein de stars. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé. Donc, c'est un parcours très atypique, bizarrement. Mais je pense que c'est les failles qui font nos forces. C'est parce que mon parcours était un peu atypique. Je pense que si j'avais fait une école de commerce, comme ils ont tout fait, les agents de stars, etc., études de droit, etc., je pense que mon mindset aurait été différent. Et à ce moment-là, donc du coup, tu pars, donc tu fais Dijon, transition directe à New York, c'est ça? Et je reviens à Paris après. Tu reviens à Paris après. Et là, c'est là que les portes s'ouvrent, donc les plateaux télé, Michel Drucker, les années 90 avec Foucault, TF1, M6, Dance Machine, Hit Machine. Et là, on explose. Ricky Martin, Gala, Ophélie Winter. Je commence à travailler avec toutes les stars. Parce que j'étais l'Américain qui faisait des chorégraphies. Je travaillais avec Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Phil Collins, Stevie Wonder. Enfin, c'était la folie. Incroyable. C'était la folie, c'était la folie. Pour un enfant comme moi, c'était la folie. Et le fait d'arriver à New York à ce moment-là, je trouve que c'est hyper important de le souligner. Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que tu aies toutes ces opportunités qui arrivent? Donc, tu as dit que tu as été pris sous une personne... James Rogers. James Rogers t'a pris sous son aile. Est-ce que tu travaillais en fait avec lui de base? Et ensuite, une fois que tu as commencé à avoir de l'expérience, tu as fait ça toi-même ou tu es toujours resté, on va dire... en fait, c'est resté un peu en anglais, c'est un peu mon mentor, tu vois, rôle modèle, comme ils appellent ça. Donc, en fait, lui, il avait tout fait. C'était une légende. Il avait 68 ans, je crois. Moi, j'avais 17-18 ans. Lui, il avait tout fait. Donc, moi, je l'écoutais, je regardais comment il travaillait, je voyais comment il se comportait avec les productions. En fait, ça a été un peu mon modèle parce que je pense qu'on a tous besoin d'un guideline, d'une direction dans sa vie. L'humain, il est comme ça. Je pense que l'humain, il a besoin d'une référence. Donc, lui, c'était ma référence. Et j'avais besoin de quelqu'un de dire comment je veux me projeter dans quelques années. Mais bien sûr, j'ai fait mon business tout seul après, mais je lui demandais toujours des conseils. Mes Américains sont comme ça, ils sont très mentors, très dans les phrases toutes faites. Mais ça marche. Ouais. Bizarrement, ça marche. Ouais. C'est pas du tout le mindset français à ce niveau-là. Non, en français, on est beaucoup... Par exemple, il y avait une chose qui m'avait choqué aux États-Unis. En France, on nous corrigeait toujours, surtout au conservatoire qui est très rigide, très académique, on était toujours en train de me critiquer. Non, le pied, il va pas. Non, le saut, il est pas assez haut. Et les Américains... J'avais toujours peur de mal faire, mais en fait, non, les Américains, ils ne critiquaient pas. La phrase préférée, c'était « well done ». C'est très bien. Même si ce n'était pas bien, ils disaient « well done ». En fait, parce qu'en fait, dans l'art en général, en général, il faut se décomplexer. Plus tu te décomplexes, plus tu progresses. Et plus on va te donner des espèces de lignes comme ça, plus tu vas te stresser. C'est un peu comme tout. Tu ne peux pas chanter stressé. Ouais. Si tu as la gorge qui est nouée, tu ne peux pas. Donc, en fait, c'est comme... Donc, plus tu es à l'aise... Les Américains, ils te mettent à l'aise. Moi, je n'avais pas le niveau quand je suis arrivé. J'avais un niveau européen, un des meilleurs niveaux européens. Mais le niveau américain, c'est the next level. C'est encore plus haut. C'est le meilleur niveau mondial. Et surtout à New York. Moi, je suis arrivé avec un niveau. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit « Mais c'est très bien. » Ah bon? Je regardais à gauche, à droite. Je dis « Ah ouais, mais c'est pas sûr. » Et en fait, ça m'a motivé à progresser. Et je me suis surpassé. Incroyable. C'est ça le secret. Donc, New York, ensuite Paris. Après LA. Après LA. Après Miami. Ah ouais. Ah, ma vie, c'est fou. Tous les 2-3 ans, je changeais de zone de confort. Donc, du coup, on va revenir sur ça parce que tu voyages énormément. Je le vois à travers tes stories. Tu restes pas en place. Tu es toujours quelque part. Et d'ailleurs, à ce moment, c'est à quel moment que tu décides d'ouvrir ta propre société? Alors, c'est au moment où j'ai compris que si je travaillais pour les autres, il y a une phrase qui dit si tu travailles pour les autres, bah, tu vas exécuter leurs rêves. Et je me suis dit, moi, je veux faire mon propre rêve. En fait, tu vas réaliser les rêves des autres, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et c'est pareil. Aux États-Unis, ils ont la culture de te dire, crée ta propre société, crée ta propre corporate. Il n'y a pas le complexe, entre guillemets, européen, qui vont te dire, non, mais t'es pas prêt. Puis de toute façon, quand tu es jeune, j'ai analysé une chose. Quand tu es jeune, tu n'as pas peur.
Il y a une phrase qui dit « Méfiez-vous des rêves de jeunesse, car ils finissent toujours par se réaliser ». Et j'aime beaucoup cette phrase, parce qu'en fait, plus tu vas dans l'âge, plus tu commences à te mettre des limites. Mais si ça ne marche pas, si ça ne va pas, si ça... Et en fait, quand tu es jeune, plus que tu n'as rien à perdre. On dit que quand tu es là, tu ne peux pas aller plus bas. Donc, tu peux aller que vers le haut. Donc, la direction, elle est optimiste, parce que tu te dis « Mais en fait, je peux aller que vers le haut ». Mais quand tu arrives dans un confort financier ou dans un confort structurel comme je suis aujourd'hui, si je fais ça, est-ce que c'est bon pour mon image? Avant, je n'avais pas d'image. Donc, je ne peux pas poser de questions. Tu n'as pas d'image, donc tu ne vas pas te... Donc, maintenant, j'ai une image. C'est tout con ce que je dis, mais aujourd'hui, si je vais même dans un restaurant, est-ce que c'est bon pour mon image dans ce restaurant? Si je prends une photo avec lui, est-ce que c'est bon pour mon image? Et si je dis quelque chose de déplacé? En fait, là, je suis en train de jouer mon backup. À l'époque, je n'avais pas de backup. C'est ça qui est génial. Donc, j'ai tout tenté. Ouais, tu as tout tenté. Donc, du coup, tu ouvres ta société. Et comment ça se passe au début? Comment tu fais tes premiers deals? Est-ce que tu as eu une sécurité avant financière où tu t'es dit, là, je peux me permettre d'essayer, ou tu as foncé vraiment Ah non, les deux pieds dans l'eau. Zéro sécurité financière, à zéro. Mais je pense que c'est ça qui nous aide. En fait, nous, on fait des métiers à risque, mais des bons risques. En anglais, on dit big risk, big money. Gros risque, gros argent. En fait, tu mets tapis, comme dans le casino. Tu peux pas nager dans l'eau si tu trempes que le pied. Il faut y aller dedans. Après, au pire des cas, il y a le rebord. Moi, j'aime bien cette image. Au pire des cas, tu as le rebord. Tu es un peu fatigué de nager, tu t'arrêtes. Et de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Au mieux, tu as le succès. Au pire, tu as une expérience. Tu ne perds pas, tu apprends. Donc, en fait, je me suis dit, je vais essayer tout seul. Et cette adrénaline d'avoir peur. Tu sais, nous, il faut savoir une chose. J'aime bien aussi... moi, je suis quelqu'un de très social et j'aime beaucoup tout ce qui est sociologie, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est très intéressante avec beaucoup d'années d'expérience. Nous, la culture, on dit souvent, tu ne quittes jamais le Maroc. Tu peux quitter le Maroc, mais le Maroc ne va jamais te quitter. On a une culture tellement forte au Maroc. Moi, j'ai été bercé par ma mère et mon père. Et c'est des gens qui sont tellement pieux, tellement mystiques, qu'ils ont toujours peur de se dire « Attention, il fait froid. Attention, la voiture. Attention... même, c'est dans le subconscient. Quand on était petit, attention, le monstre. Tu sais, il nous faisait peur comme ça. Attention, on ne va pas dehors parce qu'il y a un monstre. » Donc, en fait, on a été bercé dans cette peur continuelle. On allait aux examens, notre cœur, il battait. Alors que ce n'est pas si grave que ça. Si tu regardes bien, il y a des choses beaucoup plus graves. La santé, plein de choses, les accidents. Et en fait, on a été élevé dans cette peur d'avoir peur d'entreprendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fatalisme. Le fatalisme, c'est très intéressant comme mouvement. C'est une espèce de mouvance qui a été installée dans la tête des gens. Je pense que c'est plus colonialiste à la base, si je ne me trompe pas. Et en fait, il disait aux gens, mais toi, tu ne peux pas. Tu peux pas gérer ton pays. C'est nous qui allons le gérer pour toi. Yes. Tu ne peux pas, toi, entreprendre. Toi, tu es un employé. Et en fait, ça nous a ancré en nous. Et cette peur de toujours de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir boucler le fin du mois? Est-ce que je vais payer mes employés? Est-ce que je vais payer mon loyer? C'est ça qui nous anime. Et on sort de cette zone de confort. Yes. Et tous les gens qui ont un boulot dans une zone de confort, on appelle ça 8 to 5, le 8 de 5 heures, comme ils disent, mais ils ne feront jamais quelque chose de grand dans leur vie. Par contre, il y a des caractères pour ça. Tu as des gens, ils sont faits pour ça. Tu as des gens, si tu leur retires cette confort de se dire, je veux mon salaire le 5 du mois, 00, et j'ai exactement un budget pour payer ça, mais ils sont déboussolés. Yes. Mais je pense que des gens comme nous, on est des électrons libres. Ouais. On est des hyperactifs, créatifs, on aime le contact, on aime aussi créer des choses et prendre des risques. Prendre des risques. C'est ça, je pense, mais c'est ça qui est beau. Parce que de toute façon, on est et on va mourir. C'est un passage. Qu'est-ce que tu vas laisser? 45 ans de salariat? Mais tu as complètement raison. Surtout nos parents marocains, ça a toujours été, ça a été ancré dans leur mindset. Et donc, du coup, ils nous l'ont transféré. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a un des sketchs de Gad Elmaleh qui dit quand je sortais, mon père il me disait fais attention. Je ne savais même pas pourquoi je devais faire attention. C'est exactement ça. Ouais. Je te promets, des fois j'étais comme ça à l'école, assis, mes potes ils disaient mais Gad, viens jouer. Je dis non, je dois faire attention. Et quand on était petit, il y avait une légende qui s'appelait Beho. C'était le fameux monstre qu'on n'a jamais vu. Et ce que je dis génial, c'est parce qu'on ne l'a pas vu qu'on avait peur. Ouais. On l'aurait vu, on dirait, mais il n'existe pas, ou il n'est pas si moche que ça. Et ça nous faisait peur, parce que nos parents, ils nous tenaient comme ça.
Il nous disait, attention, sors pas la nuit, il est là. Donc nous, on avait peur de sortir la nuit, on regardait à gauche et à droite. Mais ça a eu un impact énorme sur l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que justement, ce podcast qui est beaucoup d'entrepreneuriat à succès, il faut casser ces barrières. Exactement. Au pire, tu essaies l'entrepreneuriat. Moi, je vois toujours le pire. Le mieux, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, mais le pire, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends un salaire. Exactement. Et tu reprends. Mais il faut tenter quand même. Parce que je pense que moi, j'arrive à mesure des 50 ans, là, l'année prochaine, donc j'ai 49 ans, 50 ans, c'est un demi-siècle, c'est énorme, surtout de nos jours, arriver à durer aussi longtemps. Et je me dis quoi? Mais merci Dieu d'avoir entrepris. Merci Dieu d'avoir pris mon courage à deux mains. Et la chose la plus importante, le plus grave dans la vie, moi, je pense, c'est les regrets. Les regrets. Ça, je pense que ça peut tuer un homme. Ah, Les regrets. Parce que pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui, qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas accélérer ou ralentir, c'est le temps. Et le temps, c'est le plus gros asset. Parce que moi, je m'en rends compte. Et plus je vais aller dans l'âge, plus mon temps va être précieux. Avant, on n'avait rien à faire. Je me souviens qu'on était très, très jeunes. On s'ennuyait. C'est un mot que je ne connais plus. J'aimerais m'ennuyer. Mon rêve, ça serait de m'ennuyer. Mon rêve, ça serait de se dire, pendant 2 semaines, je ne sais pas quoi faire. Mais je ne peux pas, parce qu'on est dans une sphère. Mais je préfère cette vie-là, parce qu'il paraît que l'homme, quand il commence à s'ennuyer, c'est le début de l'angoisse et c'est le début de la dépression. Exactement. Il paraît. Et comme on dit, quand on arrête de travailler, les retraités en général, quand ils arrêtent leur activité... Les maladies s'activent. Les maladies s'activent, parce qu'ils n'ont plus rien à faire et leur corps est totalement... Il n'y a plus de... Ils ne se battent plus contre une mauvaise cellule. Exactement, exactement. Alors, une question... Quand tu as commencé du coup tes activités, moi j'aimerais savoir quel a été ton premier deal que tu as pu faire en tant qu'entrepreneur et à ton compte au début. Alors le premier deal que j'avais fait, c'était à Lille, la ville de Lille, qui devait avoir les pré-Jeux Olympiques à l'époque, qu'ils n'ont pas eu. Et je crois que c'était Lille, je ne sais plus quelle année, mais c'était en 2001 ou je ne sais plus, 2000 je crois. Et ils avaient un budget pour organiser un gros festival. Et ils nous avaient contactés pour ça. Et c'était mon premier festival avec un budget conséquent pour nous à l'époque qui était énorme. Aujourd'hui, qui ne vaut plus rien, mais aujourd'hui, à l'époque, c'était énorme. Et c'était un artiste, paix à son âme, il s'appelle Fat Man Scoop. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ça a fait tout un énorme hommage aux États-Unis. Ouais. Et c'est le premier artiste avec qui j'ai travaillé, qui était de New York d'ailleurs, qui était une énorme star à l'époque. Et c'est le premier qui m'a donné ma chance. Il devait être dans mon documentaire en interview. Et il m'a dit, appelle-moi mardi, envoie le caméraman chez moi pour faire l'interview. Ah ouais. Incroyable. Et c'est quelqu'un qui a toujours été très malin, très intelligent, très talentueux. Et c'était une énorme star à l'époque. Paix à son âme. Et il est mort sur scène. C'est incroyable. Sur scène? Sur scène. Ah ouais. Ah, il est mort sur scène, crise cardiaque. Mais ils ont une hygiène tellement déplorable aux États-Unis, les Américains, avec leurs burgers, leurs fried chicken, je sais pas quoi. Ça a dû être ça, c'est sûr. Incroyable. Il était un peu gros. Hein. Ouais, absolument. Mais il avait perdu du poids. Ah ouais. Crise cardiaque. Incroyable. Sur scène, tombé par terre. Mais bon, je pense que c'est une bonne mort aussi. Il n'y a jamais de bonne mort, mais il vaut mieux mourir sur scène que dans un accident de voiture ou un avion. Ah ça, ouais. On choisit pas son moment, mais sur scène, c'est vrai que c'est... Non, incroyable. Bouleversante un peu quand même. 6 jours avant, tu l'as 6 jours avant, on se textait, on parlait de tout. J'ai encore sa note vocale que j'ai archivée, où il me dit « T'inquiète pas, pour toi, il n'y a pas de problème. » Chaque fois que il m'envoyait tout le temps des joyeux anniversaires. Incroyable ce mec. 30 ans d'amitié. C'est énorme, 30 ans. Ouais, c'est énorme. 30 ans. Et on s'appelait, même si on ne travaillait pas beaucoup ensemble, on s'envoyait des messages, il m'envoyait des fois des vidéos marrantes et tout. Il avait ce côté humain que pas beaucoup d'Américains ont. Incroyable. Donc, premier deal, c'était donc entre Lille, le festival à Lille, et lui. Donc, toi, tu étais à la base de ce deal. Et d'ailleurs, comment, du coup, tu as pu t'as pu créer ces relations dans ton métier? Je pense que c'est hyper important. Enfin, c'est le plus important, c'est d'avoir du réseau. Comment tu l'as créé, ce réseau? Alors, ce que je dis souvent avec les gens, le plus dur, c'est le premier. C'est un effet de boule de neige. Si ça se passe bien avec le premier, le show business, en général, c'est un milieu qui est minuscule. On pense qu'on est des millions et millions. Dans le monde, il doit y avoir peut-être 200 décideurs. Mais c'est rien sur 7 milliards. 200 personnes, on appelle ça des power making decisions. Tu vois, des mecs qui ont une décision. Si tu l'appelles, tu lui dis j'ai besoin de, je dis n'importe quoi, de Jay-Z, tu dis OK, let's do it.
c'est que C'est dalle. rien, 200. C'est 200, on fait partie des 200. Donc on se connaît tous. Ou on a déjà travaillé ensemble, ou on va travailler ensemble, ou on se connaît. Mais si c'est un track record, c'est-à-dire c'est ton passif qui est important. S'il dit ouais, mais tu sais, Mani, il m'a dit de booker le 12 et en fait, je suis arrivé à l'aéroport, il n'était pas là, c'est fini. C'est blacklisté. En fait, le plus dur, et il faut commencer par son petite échelle. Souvent, les gens ils veulent attaquer tout de suite les grosses stars. Je dis, mais grosses stars, il y a toute une gymnastique, il y a toute une logistique, tu n'es pas prêt. Moi, j'ai commencé avec tout petit, des artistes que personne ne connaissait. Et je me suis entraîné sur eux. Eux, grâce à moi, ils ont progressé. Moi, grâce à eux, j'ai progressé. Incroyable. Et comme ça, et petit par petit. Et dès que j'ai commencé à toucher le Graal, ça a été le plus gros, c'était Puff Daddy à l'époque. Et Puff Daddy, c'était le roi sur Terre. Il connaissait tout le monde. Et quand on me voyait avec lui, ben, j'appelais 50 Cent. 50 Cent, il m'a présenté Snoop Dogg. Snoop Dogg m'a présenté... Et ça ne s'arrête pas après. D'accord, ouais. Et Akon, il m'a présenté lui. T-Pain, Chris Brown. Et ça va très vite. Mais le plus dur, c'est qu'ils savent que tu existes. Et moi, ma chance que j'avais, c'est que moi, j'étais underground. J'étais là-bas, physiquement. J'allais au Grammy Award, j'allais au BET Award, j'allais au MTV Award. Il y avait un événement, j'étais là. L'anniversaire de Puff, j'étais là. Et j'étais partout. Et les gens, ils ont commencé à dire, mais c'est qui ce mec? Et en fait, j'étais là, j'avais le numéro de lui. Et voilà comment tu construis un réseau. Mais au début, c'est un numéro. Aujourd'hui, j'ai 21 500 numéros dans mon téléphone. Je mets 4h30 pour faire un backup d'iPhone. C'est ça mon asset. Il y a des gens, ils ont de l'argent de côté, d'autres, ils ont de l'immobilier. Mon immobilier, c'est mon téléphone. Ouais, non, incroyable. Ça me fait rire parce que j'ai un ami, un jour, on discutait, il m'a dit quelle est la personne la plus, on va dire, la star, la plus grosse star que tu as dans ton répertoire. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai un numéro, il peut toucher n'importe qui, même le président des États-Unis. C'est gentil. C'est gentil. Et c'est toi. Ben, ça s'appelle un connecteur. Ben, tu sais quoi, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que des fois, c'est pas super important d'avoir le numéro de la personnalité importante. D'accord. Vaut mieux avoir son garde du corps. Moi, ça m'est arrivé comme ça. Parce que garde du corps, il est avec lui 24/24. Son coach, son driver, qui va lui mettre l'idée dans la tête. Parce qu'il faut savoir un truc qui est très intéressant. Un jour, j'étais en voiture à New York et j'avais une énorme star à côté de moi. Je dirais non parce que c'est personnel. Et on devait aller dans un restaurant. Et lui, il avait son garde du corps derrière, etc. Et il m'a donné son téléphone. J'oublierai jamais cette scène. Il m'a dit, appelle-toi, mais avec ton téléphone. Parce qu'il ne voulait pas qu'on voit son numéro. Parce que souvent, les stars, ils n'aiment pas donner leur numéro parce que ça se retrouve sur Internet ou le serveur, il le donne à je sais pas qui. Donc, j'ai pris son téléphone et il m'a dit, trouve-le. C'était à Cipriani, à New York, un restaurant italien très connu. Et j'ai commencé à zapper son téléphone. C'est normal pour arriver à la C. Mais il n'y avait même pas 20 numéros. C'est vrai. J'étais choqué. Je vais t'expliquer pourquoi. On appelle ça la théorie de la pyramide. Plus tu es connu, plus tu t'échappes des gens. Plus tu t'isoles. C'est marrant quand même. C'est-à-dire qu'au début, quand tu es personne, tu as plein d'amis. Tu as plein d'amis. Et plus tu es connu, plus tu es seul. Et les gens ne le savent pas, ça. Ils pensent que ces gens-là, ils sont dans des soirées toute la journée. Jamais. Jamais. Parce qu'au départ, on appelle ça suffer from the success. Tu souffres de ton succès. Parce qu'au départ, tu as des amis. Mes amis, ils ne vont pas aussi vite que toi. Donc, ils commencent à dire, ah, mais toi, tu as vu, tu as changé. Mais non, je n'ai pas changé. J'ai juste envie de prendre ma vie en main et d'avancer. Et plus ça va, puis après, on commence à te voler, on commence à te demander des cadeaux incroyables. Achète-moi une maison. Tu dis, je ne peux pas t'acheter une maison. Je te paye un resto, il n'y a pas de problème. Et eux voient ta vie, et eux, ça les angoisse, parce qu'ils se disent, lui, il avance, moi, je recule. Parce que ne pas avancer, c'est reculer. Et en fait, tu te retrouves seul. Et je me suis dit, cet artiste qui était à côté de moi, moi, je pensais que j'allais avoir, je sais pas, des millions de numéros. Il n'y avait rien. Parce qu'il change son numéro tous les 2 mois. Son numéro, il se retrouve sur Internet, ou quelqu'un le donne, les gens l'appellent, ouais, fais-moi une photo, ouais. Et il raccroche. Donc, en fait, ils s'isolent, puis ils n'ont plus personne. Et leur garde du corps, ils les changent tous les 2 ans, leur chauffeur, leur attaché de presse. Et ça ne s'arrête jamais. Ils sont seuls. Ils sont très seuls. Donc, et j'ai vu des anniversaires très tristes. Ils étaient tout seuls. Alors qu'ils ne sont pas populaires. Ils sont populaires au sens littéral du terme, mais dans le vrai sens, ils ne sont pas populaires. Incroyable. Mais ils sont parano. Donc, ils sont très seuls. Très seuls. Et on a été manger que lui et moi. Ah ouais. Ah, c'était fou. Moi, je pensais qu'il allait y avoir 25. Ouais. Non. C'est ce que le commun des mortels imagine. Malheureusement, c'est pas ça. Ouais. Incroyable. Et du coup, alors, je rebondis sur autre chose. Moi, ce qui m'avait marqué cette année, c'est de t'avoir vu avec Obama. Monsieur Barack Obama. Monsieur Barack Obama. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment s'est passé
Il y a eu un deal sûrement. Absolument. Comment s'est passée la mise en relation? En fait, Barack Obama, moi, c'était un de mes idoles, à titre personnel, parce que c'était le premier président black américain, 2 mandats en plus, donc c'est exceptionnel et tout. Et en fait, ça s'est fait comme ça. On était en appel d'offres pour organiser sa venue en Europe. Et en fait, lui, il fait des speakers. Donc, il est payé extrêmement cher pour venir faire des grosses conventions. Et on nous a checké pour plusieurs sociétés. On a sourcé une de nos sociétés pour organiser sa venue. Donc, c'est-à-dire toute la logistique. C'est comme un booking, en fait, d'une star américaine. Mais lui, c'est une star aussi. Oui. Mais c'est impressionnant. Les services secrets, ils ont fait un check-up sur nous, sur nos noms, nos noms de famille, nos passés criminels. Tout. Ah oui, ça a pris 2 mois et demi. Passeport, etc. Et puis après, c'était incroyable. Et on l'a fait, l'organisation, c'était génial. Tout était au top et tout. Il était très content. Et il est venu me féliciter. Et c'est très protocolaire. Hein. Il vient, il est très malin. Il te pose les questions intelligentes. T'as une montre, tu dis « Ah, j'aime bien ta montre ». Tout est calculé. Ils sont incroyables, les Américains. C'est vrai. Et, mais tu viens d'où? Du Maroc? Ah oui, mais on veut y aller avec ma femme à Marrakech. Il est très malin. Tu lui dis un truc, il rebondit sur quelque chose d'autre. Et j'ai quand même passé, c'est énorme, hein, peut-être 15 minutes à parler non-stop avec lui. Vraiment, il te montre, ils sont très forts, les Américains. Ils te montrent que tu es important. Alors que pour lui, mais vraiment, c'est un boulot. C'est just a job, tu vois. Et puis, il a vu que je connaissais bien la culture aux États-Unis, donc ça l'a fait plaisir. On a parlé de choses, etc. Et après, il dit « Ah ouais, la musique, ah oui ». Il te parle d'artistes, etc. Mais très malin. Très, très malin. Et ce qui était génial, c'était la photo, donc officielle, qu'on a faite dans un studio, un peu comme ça et tout. Parce qu'attention, il n'y a pas de photo au hasard. Hein. C'est pas un selfie. Ah non. Tout est calculé. Tout est calculé. Et ce qui est fou, c'est que c'est son photographe qui le prend. Et il te l'envoie après validation et retouche. C'est incroyable. C'est incroyable. 2 semaines après. C'est un process de fou. Jamais vu. Ils envoient ça à Washington, à son bureau. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. 1, déjà, il veut paraître bien, ce qui est normal. Il a son image, c'est son image qui vend. Et de 2, ils font un check-up sur toi parce que cette photo peut te donner beaucoup d'importance dans les affaires. Il y a beaucoup eu d'arnaques dans le passé. Chef d'État africain qui se retrouve à lui serrer la main et après, il va aller lever de l'argent. On te prend plus au sérieux quand tu as rencontré Barack Obama. Et surtout quand tu as travaillé avec lui. Exactement. Donc, ils font attention que tu n'es pas un opportuniste, etc. Incroyable. Sacré process quand même. Et c'était une super fierté pour moi. Surtout pour mes parents. Fierté aussi pour nous en tant que Marocains. Absolument. Je suis le premier Marocain qui l'a rencontré. Il ne connaissait pas de Marocain. C'est vrai? Non, absolument. Personne. Incroyable. Il m'a dit, tu es le premier Marocain que je rencontre. C'est ouf. J'étais tellement fier, j'espère que ce n'est pas le dernier. Il n'est jamais venu au Maroc. Jamais venu? Jamais. C'est prévu, il m'a dit, mais il n'est jamais venu. J'espère qu'il va me contacter. Peut-être pour les futures collaborations même. Au Maroc, là, il va y avoir pas mal, on parlait des JO, mais là, au Maroc, on va avoir pas mal d'événements là, qui arrivent. Incroyable. Donc, est-ce que tu es prêt par rapport à ça? C'est the place to be. C'est pour ça qu'on est là. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler, mais on va veiller que le Maroc rayonne encore plus qu'il rayonne aujourd'hui mondialement. Et je pense que le Maroc est le pays le plus prêt aujourd'hui en Afrique pour pouvoir justement accueillir ce genre d'événements. Et ce que j'aime au Maroc, c'est cette faculté la plus importante. Parce que la logistique, tu peux faire ça dans le monde entier. Mais la plus importante, on a quelque chose que très peu de peuples ont, on a l'hospitalité. Et aujourd'hui, tout est basé sur l'hospitalité. La valeur cardinale, mieux que l'hospitalité, c'est la confiance. Aujourd'hui, avec la confiance, tu peux faire des affaires. Si on te fait confiance, on va décerner un budget. Si on te fait confiance, on va venir voyager au Maroc. Et le Maroc est un pays qui te donne confiance. Il y a une stabilité politique. Tu te dis, si j'achète un bien, ça va rester. Si j'ouvre un compte, mon argent est safe. Et le plus dur, c'est ça. C'est ça, carrément. Si demain, je te dis, tout le respect que j'ai pour le Nicaragua, ouvre un compte au Nicaragua, tu vas me dire, Mani, je t'aime beaucoup, mais j'ai pas confiance. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille encore, qu'on progresse encore au Maroc. On est très bien, mais on peut être encore mieux. Il faut vraiment qu'il y ait un lifting de la société où on se dit, il faut qu'on ait confiance. Quand on monte dans un taxi, si c'est 500 dirhams, c'est pas 2000 dirhams. C'est ça qui est important. Quand on va dans un hôtel, il faut que les prix soient corrects. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a eu une espèce d'envolée des prix à Marrakech. Il faut faire très attention à ça. Parce que les gens sont tous sauf bêtes. C'est vrai, hein. Je suis complètement d'accord. Et pas qu'à Marrakech, au Maroc. En général. En général, quand il arrive, quand c'est l'été, par exemple,
tout s'enflamme. Hein. Absolument. Petite ville, Saïdia, proche de Oujda, l'été, l'année, il n'y a rien. Hein. C'est complètement vide. L'été, il y a tous les MRE qui viennent et les prix, c'est les prix de Dubaï en termes d'hôtels. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, non, c'est très important. Puis les gens, ils retiennent. Donc, pour que le Maroc reste très attractif et que les gens veulent venir, comme tu as dit, il faut une confiance et il faut qu'on pallie à ces petites choses-là. Absolument. Bon, parlant business, est-ce que toi aujourd'hui, sur ce que tu fais, donc ton activité principale, donc c'est ton agence, est-ce que tu as d'autres... Parce que moi j'ai l'habitude d'inviter des entrepreneurs qui ont tous un petit peu un point commun, c'est d'avoir touché de près ou de loin dans le monde de la restauration, par exemple. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Je les ai vues, qui sont de très belles vidéos, qui ont buzzé beaucoup sur Internet. Beaucoup. Je suis fier de toi. Merci. À chaque fois dans mon feed, ça apparaît, donc c'est bon signe. On fait un travail monstre, d'ailleurs, avec ma CEO de l'agence, qui est derrière la caméra. Félicitations. Donc, on fait en sorte que les vidéos soient virales et on a une bonne stratégie au niveau de l'agence. Donc, du coup, par rapport à ces vidéos qu'on fait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et est-ce que toi, de près ou de loin, tu as touché au monde de la restauration un jour dans ta vie? Ou investi peut-être? Oui, ça m'est arrivé. J'ai investi à New York dans un restaurant, Marcello. J'avais des parts, un restaurant italien. Très sincèrement, c'est un métier qui ne m'attire pas réellement. J'aime aller au restaurant, je vais pratiquement tous les jours. Mais je pense que c'est un métier très ingrat. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et je ne sais pas pourquoi, il y a cette envie par chaque célébrité ou homme d'affaires d'investir dans un restaurant. Moi, je pense que si ce n'est pas ton métier, si tu veux perdre de l'argent, il faut faire ça. Exact. Voilà. Et il ne faut pas croire, les marges ne sont pas folles. Ouais, on pense que les gens dans la restauration, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et marge nette. Et souvent, les gens, ils se disent, ah, mais ils voient les restaurants pleins. Ils se disent, mais lui, il doit être... Mais ça ne gagne pas d'argent, un restaurant. Ça gagne de l'argent. Moi, je connais bien le système parce que je l'ai vécu. Ça gagne de l'argent à la revente si le restaurant est bien géré. Mais il faut beaucoup d'années de dur labeur pour pouvoir le vendre. Yes. Donc, en fait, et même quand tu le vends, si tu fais le calcul entre les impôts que tu vas payer, etc., c'est pas si fou que ça. Tu as immobilisé beaucoup d'argent, beaucoup de stress, et tu peux te faire fermer du jour au lendemain pour une histoire. Après, il faut être un passionné. Voilà. Je pense que tous mes amis, j'en ai beaucoup, qui ont des restaurants, des gros groupes de restauration, ils me disent, on adore ça. De toute façon, on ne sait pas faire autre chose. Donc, on fait ça toute la journée. Puis, il faut aimer les gens, il faut aimer accueillir. C'est un métier très dur. Bien sûr. Très dur. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent déjà. Parce qu'il y a tellement qui se plantent. Je crois qu'il y a un restaurant sur 10 qui fonctionne. Ouais. Et 9 qui ferment. Ouais, 9 qui ferment. C'est mais pas je ne sais même pas si c'est pas plus. Sur un an, c'est ça. Et sur 2 ans... Après, quand tu as beaucoup de moyens, moi, ça arrive à de mes artistes, ils s'achètent ce qu'on appelle une danseuse. C'est-à-dire, ils s'achètent un resto. Ils savent qu'ils ne vont pas vraiment gagner d'argent. Mais ils y vont pour manger. Ils invitent leurs amis. C'est un peu un levier pour faire du business ailleurs. C'est du lobbying, ils invitent leurs amis, ils ont des tables gratuites tout le temps, parce que ça leur revient à rien, vu que c'est à eux. Puis après, s'ils arrivent à équilibrer, s'ils ne perdent pas trop, ça ne les dérange pas. Mais ça, c'est plus dans une optimisation fiscale, dans le sens où à la fin de l'année, ils ont tellement d'impôts à payer, ils se disent, je préfère investir dans un restaurant que les donner à l'État. C'est pas con. Ouais, c'est pas con, bien sûr. Mais c'est des charges psychologiques. Quand on t'appelle, inondation, il y a la police qui a débarqué, on n'a pas été livré, les gens qui se plaignent, ça ne s'arrête jamais. Moi, j'avais pas trop de parts dans le restaurant à New York, mais c'est déjà des problèmes toute la journée. Mais moi, j'ai dit, j'ai pas investi pour qu'on m'embête. Puis après, ça m'a fatigué. C'est pas mon métier de toute façon. C'est pas ton métier. J'ai pas le temps de m'en occuper. Et j'ai même pas envie de le faire. Non, je comprends. La restauration, c'est très ingrat, comme tu l'as dit. Donc, est-ce que tu as investi dans d'autres choses? Alors moi, je suis plus dans l'optique de dire j'ai investi dans ce que je connais. Donc moi, j'ai investi un peu dans l'immobilier. Moi, je suis dans la métaverse. Je suis dans tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Moi, je peux faire ça. Bien sûr, la musique, d'un studio d'enregistrement, etc. Mais je pense que le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Moi, j'aime beaucoup ça, dire ça. Investir sur soi-même, c'est prendre du temps, réfléchir, faire des stratégies. Et nous, on fait un métier de service. C'est ça qui est génial. Donc, nous, on n'a pas de stock. On n'a pas de date de préemption. C'est notre cerveau, notre investissement. Ça vaut de l'or. Exactement. Et surtout pour une personne qui commence,
le meilleur investissement, comme tu l'as dit, c'est sur soi-même. Bien sûr, surtout si tu n'as pas de moyens. Ouais, Il faut bien que tu investisses dans quelque chose. Donc, il faut investir, il faut trouver des idées, il faut être très créatif. En fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est créativité avec un mélange de marketing. Si tu arrives à avoir les deux leviers, c'est bon, tu peux que réussir. Être créatif et beaucoup de marketing. Mais je pense que les gens, ils n'appuient pas assez sur le marketing, surtout en Europe. Ils ont un problème avec le marketing. Beaucoup. Tout est une question de marketing. Beaucoup. Tu prends un produit bon, quoi que produit que tu as à vendre, il faut apporter une valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est-à-dire se dire, dans tout business, avant de commencer, il faut regarder d'abord qui est dans le métier, qui est dans la niche, qui sont tes potentiels concurrents et pourquoi eux, ils réussissent ou pas. Et moi, je dis toujours, c'est une phrase que j'aime beaucoup, toujours copier en mieux. Tu regardes ce qui ne va pas et tu dis, bah, ça, je vais combler à ça et ça. Mais penser qu'on a inventé la formule parfaite, déjà, c'est prétentieux et en plus, c'est faux. Je suis complètement d'accord. Donc, investissement dans ce que tu connais. Absolument. Donc, au début, tu as beaucoup investi en toi. Est-ce que, par exemple, tu peux nous donner des exemples sur qu'est-ce que tu as pu investir? Par exemple, je ne sais pas, peut-être des formations sur toi-même ou peut-être avoir un carnet d'adresses. En fait, est-ce que tu peux nous matérialiser un peu tes investissements? Alors, par exemple, pour moi, c'est très important mon image dans mon métier. C'est très important le lifestyle. Par exemple, c'est tout con ce que je vais dire, mais aller à Saint-Barth, qui est une des îles les plus chics du monde, pendant le jour de l'an, c'est un investissement. Ça demande des frais, ça demande de l'investissement physique, intellectuel et tout. Pourquoi? Parce que c'est là où the place to be, dans le monde entier. Et les gens, ils ne vont pas y penser à Saint-Barth. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Aller au Grand Prix de Formule de Monaco, aller au Festival de Cannes. Tout ça, c'est l'investissement. C'est du réseau. C'est là où tu rencontres les gens importants. En fait, tu ne peux rien construire tout seul. Il y a un proverbe arabe qui dit, avec une main, tu ne peux pas applaudir. Tu as besoin des autres pour avancer dans ton business. Si tu penses réussir tout seul. Et c'est plus tu vas rencontrer des gens qui vont qui vont avoir la même vision que toi, plus tu pourras construire ensemble. En fait, on est des humains à la fin. On n'est pas des machines. On a besoin des autres. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai beaucoup investi sur moi. Ne serait-ce que la tenue vestimentaire, les voyages, tout ça, c'est important. Le sport, l'hygiène, ça, c'est de l'investissement. Ouais, complètement. Parce que si tu as le cerveau qui est enfumé, tu ne peux pas travailler. Il faut que tu sois clean le matin. Il faut que tu sois réveillé. Et ça, c'est l'investissement. Complètement. La restauration, bien manger, bien dormir, ça aussi, c'est l'investissement. Ouais. C'est pas que ça se matérialise pas qu'en argent, même du temps. Juste méditer, prendre le temps pour soi-même, passer du temps avec sa famille, c'est aussi l'investissement, parce que ça va t'enrichir aussi. Tu vois? Donc, du coup, tu as investi énormément sur ta personal brand. Sur moi-même, absolument. Tu as tout compris. Sur ma personne. Il y a une phrase qui dit, tu travailles tellement que tu n'as plus besoin de te présenter. Ouais, exactement. Ça, c'est beau. La personal brand d'une personne, c'est Jeff Bezos qui disait ça. C'est quand tu es dans une pièce et que tu n'es pas là, c'est ta personal brand qui parle pour toi. Absolument. Mais c'est très intelligent ce qu'il dit. Mais moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. À l'époque, je travaillais tellement. J'étais tellement présent sur tous les artistes, sur tous les fronts, tous les festivals, tous les événements, tout ça, qu'il y avait une personne qui m'a dit ça, c'était Jean Roch, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il m'a dit, tu sais, quand on a soif, on va boire de l'eau. Et quand on a besoin d'un artiste, on va penser à toi-même. J'ai trouvé cette phrase tellement belle. Je lui dis bravo pour cette phrase. Et je lui dis, t'es vraiment un ami. Il m'a dit oui, il m'a dit, à chaque fois que je pense à une star, je pense à toi. Il m'appelle, il m'a appelé encore il y a 2 jours. Tac, voilà, tout de suite. Et ça, c'est génial parce que t'es tellement présent partout. Moi, j'ai compris très vite le rapport des réseaux sociaux. J'avais compris très vite comment utiliser. Moi, j'avais un MySpace avant Facebook. Ouais. J'étais le premier à avoir un MySpace parce qu'aux États-Unis, ils avaient tous des MySpace. Et quand je suis arrivé en France, on me critiquait. On me disait, oui, un agent, il n'a pas besoin d'avoir des réseaux sociaux. C'est une personne sérieuse. Parce qu'agent était un peu confondu avec avocat, d'artiste. Oui. Donc, c'était des métiers très sérieux. Moi, je suis arrivé avec mon lifestyle complètement décomplexé, très américanisé. Et aujourd'hui, tous les autres agents qui sont mes concurrents, qui font un peu le même métier que moi, ben, ils sont tous en train de pleurer pour avoir des followers et avoir de l'admiration et avoir des requests pour des interviews, etc. Si je suis là en face de toi, c'est que j'ai développé mon image. Exact. Donc, c'était aussi une stratégie. Moi, j'avais déjà une stratégie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà calculé. Moi, j'avais déjà un plan dans ma tête. Ta vision, elle était claire. J'ai dit, mais attends, comment je vais me battre avec des sociétés qui ont des 2000 employés, qui sont CIA, William Morris, ETA, des grosses boîtes comme ça?
Ben moi, je vais arriver dans un style que persona. Je vais me créer un personnage, je vais me créer une life, ma lifestyle. Je vais être avec tous les artistes. Et surtout, je vais être à l'aise avec mes artistes. C'est moi, quand je parle avec une Rihanna, ou que je parle avec un Akon, ou que je parle avec... Là, il m'a texté tout à l'heure, Akon. C'est des amis. Je me suis créé un réseau. Eux, il n'y a pas de réseau dans les grosses sociétés aux États-Unis. C'est un request, un email. L'artiste, il ne répond même pas. Il s'en fout. C'est vrai. Hein. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a de l'humain. Avant d'être des agents, des stars, des producteurs, des réalisateurs, des broadcasters, des présentateurs, on est d'abord des humains. C'est vrai. Et si le feeling ne passe pas, je pense que les gens aussi, ils mettent beaucoup de l'affect dans les affaires. Ouais. Et les gens, ils n'ont pas compris ça. Moi, j'ai des clients très connus, des très gros clients avec des très gros chiffres d'affaires, qui ont plein de choix. Et ce n'est pas la prétention de dire ça, c'est une réalité. Ils disent, nous, on va travailler avec Mani. Parce qu'il est cool, il est sympa, on va parler, on va rigoler, il ne va pas nous stresser. Les autres, ils arrivent, ils ont des petites lunettes comme ça, ils sont rigides. Non, mais c'est 14h04. Mais il dit, mais non, mais c'est pas grave, on va repousser d'une heure. Non, 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 dans le contrat, c'est 14h. Ouais. Très rigide. Moi, je dis, mais tu veux que 16h, même 18h si tu veux, tant que tu me payes. tu vois ce que je veux dire? On a ce côté marocain, très conciliant, très commercial. On est des commerciaux nés. On est des négociants à la base. On vendait des tapis, on vendait des choses extraordinaires. On est des artisans dans l'âme. On a ce côté artistique, mais on a ce côté très concret. Tu vas dans les petits hanout au Maroc, mais déjà, tu rentres dans le hanout, tu traverses la porte, déjà, il te met dans une ambiance. Ah, tu veux pas ce chewing-gum-là? Tu étais parti pour acheter quelque chose, tu ressors, tu regardes ta note, tu dis, mais en fait, j'ai tout acheté. Ils ont ce côté, ah tiens, j'ai reçu cette pastèque, elle est dessus. Tiens, goûte. Bah tiens, mets-moi là. Ouais. Mais c'est génial. C'est vrai. Hein. Et c'est naturel. C'est pas quelque chose qu'on leur a appris. Ils ont fait ça de père en fils. Et cette culture un peu du Maroc, de toujours vouloir nous sourire. Par exemple, il y a une chose que j'aime beaucoup à Marrakech, tu me disais tout à l'heure, pourquoi j'aime tellement cette ville. Et j'ai le choix d'aller partout. J'ai une maison à Miami, à Paris, à Lituanie. Ouais. Ici, c'est un pays, tout n'est pas parfait. Mais tout le monde a une bonne mindset. Tu parles avec même le pauvre dans la rue. Il va sourire. C'est vrai. Il va sourire. Tu as envie de lui dire, mais lui, il a tous les problèmes du monde. Il n'a pas de dents. Il vit, je ne sais pas, dans un taudis. Il va te sortir une blague, ça va te faire rire. Incroyable. Ils ont cette résilience qu'on n'a pas en Europe. On n'a pas aux États-Unis. Parce qu'on est omnibulé par l'argent du matin au soir. Eux, ils se disent, bah, c'est comme ça. Mais ils rigolent. Ouais. C'est fou, ça, quand même. C'est ouf. Hein. Ah, moi, je serais en dépression. Je serais déjà dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est génial. Ouais. Et je pense qu'on est des éponges émotionnelles. L'humain est une éponge émotionnelle. Plus il va avoir des gens négatifs autour de lui, même si lui, il est hyper positif, il va commencer à douter de ses propres projets. Et si tu es quelqu'un, t'es entouré avec des winners autour de toi, même si tu es un tocard, cette phrase-là, elle est importante pour la jeunesse, tu vas devenir un tocard un peu moins tocard. J'y crois vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on a toujours dans nos équipes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, on a toujours, dans toutes les équipes, il y a une brebis galeuse. Il y a toujours quelqu'un. Ben, on va tout faire pour l'aider. On va dire, mais c'est quoi ton truc? Ouais, mais moi, par exemple, j'aime bien tout ce qui est fruits et légumes. Tu vas dire, ben, vas-y, on va t'aider. On va te présenter quelqu'un. On n'aime pas laisser les gens en bas. Donc, ce qu'on réussit, entre guillemets, dans chacun, si tu as un brebis galeuse parmi 9 winners, mais c'est impossible qu'il reste brebis galeuse. Ils vont l'aider à monter. Mais par contre, le winner qui est au milieu de 9 brebis galeuses, il est mort. C'est fini. Ouais. C'est fini. On te tire vers le bas. C'est obligé. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de l'athlète dans le 100 mètres. Pourquoi on appelle ça des lièvres? Des mecs qui vont courir vraiment vite devant toi, mais qui ont de l'avance. Pour que toi, tu essayes de les rattraper, et ton temps, il va être beaucoup plus significatif que si tu es tout seul sur la piste. Par exemple, le 9 secondes 54, je dis n'importe quoi, du Usain Bolt, parce qu'on lui met un lièvre. Et lui, son rêve, mais le lièvre, il a 40 mètres d'avance sur lui. Mais c'est exactement comme ça dans la vie. Moi, je me suis toujours comparé avec les plus grands. Même si j'étais loin d'eux. Je savais que je n'allais pas les rattraper. Mais je me suis dit, lui, Quincy Jones, ouais, j'aimerais bien être lui. Mais je ne pourrais jamais faire Michael Jackson. C'est tellement déjà, il est mort. Mais je me dis, waouh, j'aimerais bien être un joueur comme lui. Puff Daddy, quand je l'ai vu, je dis, Jay-Z. Mais c'est génial, parce que grâce à eux, je me comparais à des grands. Ouais. Mais si tu te compares avec le petit de ton quartier, tu peux aller que vers le bas. Tu vas dire, mais moi, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Lui, il gagne combien par mois ça? Ah ben moi, j'ai ça. Bah ça y est, c'est bon. Non. It's never enough. C'est jamais assez. Toujours, sky is the limit, tu vois. Complètement. Et dans une interview que j'ai vue de toi, tu parlais aussi de l'adaptation. Tu disais que dans nos gènes de Marocains,
c'est vrai, tu vas n'importe où dans la planète, tu vois un Marocain, il est en place, quelque part. C'est là que c'est impressionnant. Et en fait, tu as très bien résumé le truc en disant qu'on arrive à s'adapter facilement à ce qui nous entoure. Ben ça, c'est une des qualités du Marocain. Parce que quand tu te rends compte, ça, c'est une réalité. J'étais à Washington, j'étais à Hong Kong. Une fois, j'étais au Mandarin oriental. Ça m'avait choqué pendant l'Art Basel à Hong Kong. Tu arrives dans un hôtel, mais majestueux. Tu te dis, je suis à Hong Kong. C'est pas n'importe quand. Tu vas à Hong Kong. Pendant Art Basel, c'est l'événement le plus important de la planète. Tu arrives et tu sais que le GM, le General Manager, c'est un Marocain. Tu te poses quand même des questions. Tu te dis, comment il est arrivé là, lui, déjà? Je vais en Lituanie pour trouver un Marocain en Lituanie qui a une société d'informatique, qui a rénové. Mais parce qu'on a ce côté, on est des nomades. Il faut savoir que le Marocain, c'est un nomade. Donc, toute sa vie, si tu regardes Marrakech, comment c'est fait, tous les magasins de Marrakech, justement, les hanout, tout, c'est des gens des jebels, des montagnes avoisinantes, des berbères qui sont venus habiter à Marrakech. Donc, ils se sont adaptés. Même la culture de la langue, ils ont adapté. On a toujours été un peuple migrant. Donc, on a toujours... Et je trouve qu'aussi, le Marocain, on a cette gentillesse profonde. Tu vois un Marocain, tu n'as pas envie de rentrer en conflit avec lui. Parce qu'il va te donner une espèce de gentillesse. Il va te parler... Alors qu'on n'est pas un peuple agressif. On est un peuple hospitalier. Et surtout, on est un peuple... J'ai l'impression qu'on comprend très vite la situation. On sait quand il faut hausser le ton, on sait quand il faut s'arrêter, on sait quand il faut être diplomate, on sait quand il faut être subtil. En fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est des gens subtils. Ça, c'est très dur à trouver. Et on n'a rien au Maroc. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de richesse naturelle, on n'a rien. Comment t'expliques que ce pays rayonne à travers le monde? C'est parce qu'on a cette diplomatie. On est des diplomates nés. On va dîner avec quelqu'un. Moi, si tu me mets n'importe qui en face de moi, je vais toujours trouver un accord avec lui. C'est une question de temps. Des fois, la personne te dit non, non, non. Moi, un artiste, des fois, il me dit non. Ouais. Et s'il a le malheur ou le bonheur de me rencontrer ou de s'asseoir avec moi, c'est un oui après. Mais je vais mettre du temps. Je vais trouver la faille, etc. Parce qu'on est des gens, on est très cérébraux. On est un peu trop des fois. Ouais, complètement. un peu trop. Un peu trop. On se pose trop de questions des fois. C'est vrai. On devrait aller let the flow, tu vois, comme ça. Tu vois. J'aimerais bien qu'on discute un peu de ton mindset, de ce qui a fait que Mani aujourd'hui existe. Ton lifestyle de tous les jours, comment tu nourris ça dans ton mindset. Et je pense que c'est important pour les personnes qui nous regardent. Tu sais, depuis tout à l'heure, on discute et le commun des mortels, il peut se poser la question, oui, mais ok, il a commencé de zéro, etc. Mais quand même... aujourd'hui, il connaît tout le monde, c'est facile, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce mindset-là que tu as eu? Tu as sûrement eu plein d'échecs, comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler du mindset au moment de ces échecs-là, ce qui a fait que tu as continué? Alors moi, il y a une chose qui est géniale dans ma mentalité, même moi je me surprends, c'est que dans toutes les situations, même les plus catastrophiques, on a eu des situations... l'avion il décollait pas, les concerts annulés, j'arrive toujours, je sais pas pourquoi, à revenir à la réalité en me disant c'est pas si grave, je sais pas comment ça se fait, alors qu'il y a des gens, ils vont s'effondrer. Le problème de s'effondrer, c'est que tu tombes tellement bas que c'est très difficile à se relever. Moi, je m'effondre pas. C'est-à-dire, je me dis mon frigo il est rempli, oui. Je suis en bonne santé, oui. Mes parents sont en bonne santé, c'est pas grave, tu vas relativiser. Parce que je me rends compte d'une chose, en anglais on appelle ça big picture, c'est une grande photo. En fait, quand tu regardes bien tes problèmes, ils sont à l'échelle de toi. Mais si tu commences à grandir la photo, tes problèmes ils servent à rien, c'est des petits problèmes. Ok, tu as raté un avion, ok, la personne t'a planté pour le podcast, le micro il marche pas, mais ça reste un petit problème. Il y a des guerres. En fait, moi j'essaie toujours, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je relativise tout, absolument tout. Et ça te permet aussi de garder un esprit positif. Parce qu'en fait, tout est une question de mindset, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et moi, je fais beaucoup de sport, tu le sais, comme toi. Et en fait, je me suis rendu compte, qu'est-ce qui est le plus dur? De se lever le matin, à 7h du matin, 8h du matin, peu importe l'heure, d'aller se tabasser en sport, ou d'aller répondre à un téléphone, ou envoyer un SMS, ou envoyer un mail. Qu'est-ce qui est le plus dur? Donc c'est pour ça que j'ai gardé ça. Parce que devant le sport, on est tous égaux. Il n'y a pas d'origine sociale, etc. On est tous... Il y a le mental. Et le fait de ne pas y aller, ce qui ne m'est jamais arrivé, je touche du bois, jamais, à part si j'ai le pied dans le plâtre ou un truc, c'est une espèce de petite bataille journalière contre toi-même. Parce que le plus gros combat, ce n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même.
Les autres, ils font leur vie, chacun a fait sa vie, chacun a son destin, chacun a sa vie. Mais le plus dur, c'est soi-même. Et tous les jours, quand tu te lèves, quand tu prends ta douche glacée, ou tu vas à ta salle de sport, où tu dois... Ça commence tout bête, faire ton propre lit. Même si j'ai une femme de ménage, c'est à moi de le faire. Je ne peux pas faire mon lit quand je me lève le matin. Même c'est tout con. Mais le matin, ça s'appelle des tocs, mais des bons tocs. Ça s'appelle des rules que tu te mets le matin. Tu te lèves, déjà faire ton lit toi-même. Hop. En fait, c'est une routine. Tac. Boire ça, lire ça, s'informer, etc. Tout ça, si tu ne le fais pas, tu vas casser ta routine. Et si tu casses ta routine, tu casses tes propres lois. Et si tu casses tes propres lois, en fait, tu diminues ton power. Et c'est un peu comme dans les dessins animés. C'est plus tu as de power, plus tu es indestructible. Il ne faut pas s'arrêter. Tu vois, il n'y a qu'une chose qui peut nous arrêter, c'est la santé. C'est pour ça que c'est important de faire attention à soi. Moi, je crois à ça. Parce que tout le monde dit, ouais, mais lui, il a un mental et tout. Non, non, non. Un mental, c'est un muscle qui se développe avec le temps. Au départ, il est très faible. Et plus tu vas développer... Aujourd'hui, on a des mentales d'acier. Nous, c'est de l'uranium pur. Parce qu'on a développé 30 ans de mental. Mais au début, c'est comme tout le monde. Ouais, peut-être. Oh non, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie de prendre cet avion. Oh, c'est trop dur. Oh, lui, il m'énerve. Mais avec le temps, tu développes, tu deviens très musclé. En fait, c'est ça que les gens, ils hallucinent. Ils me disent, mais pourquoi tu fais autant de sport? Pourquoi tu voyages autant? Pourquoi tu es tout le temps... C'est un métier de poster, c'est un métier. Tout ça, c'est un métier. Ils pensent que les gens, c'est comme ça. Non, c'est un métier. Et plus tu le fais, plus c'est facile. Exactement. Les habitudes, il faut les ancrer. Et... Le travail d'aujourd'hui te facilite le travail de demain. J'adore cette phrase. Ce qui est dur aujourd'hui sera facile demain. C'est aujourd'hui. Et ce que j'aime bien aussi dans le sport, qui pour moi est très important, qui est partie intégrante de ma vie, c'est qu'à la fin, ton corps, tu ne peux pas le changer. Ça veut dire que tu peux acheter une nouvelle voiture, acheter une nouvelle maison, acheter une nouvelle portable. Le verre, il se casse, tu en achètes. Mais comment tu vas faire pour changer ton corps? Moi, je le vois, j'ai eu tellement d'amis qui sont perdus dans la drogue, des artistes, des stars. Je vois aujourd'hui comment ils ont... On revient à toujours la même chose, les regrets. Les regrets. Il dit, mais j'ai tué ma vie pendant 20 ans. Pourquoi, à la base? Pour rien. Ce qui nous tient à nous, c'est l'ambition. Parce qu'en fait, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on va tous passer. Ce qu'on est sûr, on va tous y passer. Mais c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu vas laisser à ta famille, tes enfants, tes amis? Parce que ce qui est génial comme phrase, je parlais avec un ami américain, il me disait, tu connais ton grand-père? J'ai dit oui. Pas vraiment, parce qu'on était petits. Tu connais ton arrière-grand-père? J'ai dit non. Il me dit, est-ce que tu connais ton arrière-grand-père? J'ai dit non. Il me dit, bah voilà. Dans 2 générations, on t'aura oublié. C'est clair. On t'aura complètement... Donc, c'est vrai qu'on se prend des fois des choses, on se dit, nous, on a une importance exceptionnelle. On n'est pas des médecins, on n'a pas découvert on n'est pas des chercheurs. On va passer, on va divertir les gens, ça reste du divertissement. Autant bien le faire, autant le faire au mieux possible. Mais moi, je pense qu'on a une mission un peu plus importante que ça. Moi, je pense que je suis habité par une mission de me dire, je suis un Marocain, immigré en France, qui a été aux États-Unis, qui a changé les codes en disant, voilà, grâce à moi, avec toute la prétention du monde, c'est possible. Si moi, d'un village du Bled, où je suis arrivé, je ne sais même pas parler français, et moi je suis un clando, comme ils appellent ça très vulgairement en France, j'ai réussi à casser des barrières, aller à Hollywood et voir des gens exceptionnels comme des chefs d'État, comme Barack Obama, faire la couverture du Time, etc., 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 ça veut dire que c'est possible. Et si moi, je change un destin d'un enfant du Maroc ou de France ou des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie, ben ça va. Ça y est, ma mission, elle est faite. J'ai réussi à inspirer des gens. Ouais. Moi, j'en ai profité à fond, parce que grâce à ça, j'ai une qualité de vie exceptionnelle. Et ma condition sociale, elle a changé. Parce que moi, quand je vais dans des palaces, je suis super à l'aise. Et quand je vais à Jemaa el-Fna manger des brochettes, je suis encore plus à l'aise. Ouais. C'est ça le plus dur. C'est de vivre dans le luxe ultime, comme personne. Moi, j'ai vécu dans le luxe comme jamais c'est possible. Ouais. Et en même temps, aller à la montagne et manger une brochette avec un berbère et discuter avec lui et rigoler. Si tu arrives à avoir les deux, je pense que c'est le début de la clé du bonheur. Magnifique. Parce qu'on est dans des ghettos aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire les gens riches restent en gens riches, gens intelligents, gens branchés, il y a aussi ça, les gens hype, les pauvres. Non, on est tous des humains. Et je pense ce qui est sympa, c'est de vivre un peu tout. Ouais. C'est pour ça que j'aime énormément suivre tes stories, parce que je les vois, toutes ces choses-là. Je te vois le matin avec Snoop Dogg dans des endroits incroyables. Et comme parfois, je te vois
avec tes parents, à la montagne. Et j'aime trop voir ça. Et justement, ça donne... Je pense que c'est un bonheur, en fait, que tu nous partages à travers tes stories. Donc, merci pour ça aussi. Ben, c'est aussi ma condition de vie. Ouais. C'est-à-dire que je viens de là. On ne peut pas renier. Il y a une phrase qui dit, quand tes racines sont très fortes dans un arbre, l'arbre peut monter très, très haut. Mais si tu n'as pas de racines, premier coup de vent, il tombe. Et en fait, on ne peut pas nier d'où on vient. Moi, je pourrais m'inventer une vie, dire, voilà, moi, je suis d'une famille comme ça, bourgeoise, parce que j'ai le niveau de vie aujourd'hui de jouer ce jeu. Mais je veux me mentir à moi-même. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est de se mentir à soi-même ou d'essayer de faire bien devant les gens? C'est moi. Et je pense aussi, j'idéalise ma vie, mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai eu de la chance d'être dans une famille simple? Parce que quand je vois les familles que je côtoie aujourd'hui, qui sont mes voisins, comment ils sont malheureux, je me dis, mais en fait, il y a quelque chose qui est fou dans ce monde. Plus on te donne de l'argent, moins on va te donner le bonheur. On dirait que ça va pas ensemble. Et tous les gros problèmes, c'est souvent chez les très, très riches. Ouais. Les très pauvres, ben, ils vont avoir une réalité économique qui est simple, manger, pouvoir dormir et survivre. Ben, en fait, ça leur occupe l'esprit à rester dans les choses vraies. Et plus tu as d'argent, attention, l'argent, c'est très, très cruel. Plus tu commences à rentrer dans des sphères qui sont limite angoissantes. Ouais, comme on dit, l'argent, c'est une épreuve aussi. Hein. Ah, moi, je dis, l'argent, c'est un révélateur. Moi, j'adore cette phrase. Si tu es un con, avec l'argent, tu seras un super con. Si tu es un gentil, l'argent va te rendre encore plus gentil. Ouais. Moi, je le vois, j'ai mes artistes. Moi, ce qui est bien, c'est que je suis témoin de carrière. Carrément. Je te parle de Rihanna, je te parle d'Akon, je te parle de 50 Cent. Je les ai vus au début, personne ne les connaissait. Mais personne. On leur donnait 100 €. Même pas. On ne le voulait même pas en concert. Aujourd'hui, c'est des millions. Et j'ai vu certains artistes changer et d'autres, mais vraiment pas changer. Je te donne un exemple concret comme Akon. T'es mort de rire. Le mec, on dirait, c'est pas une star. On dirait que c'est quelqu'un de... On dirait un ami à toi. Ah ouais. Quand on va en concert, j'ai zéro pression. Il est là, tu vas aller au McDo? Ouais. Tu vas aller au KFC? Ouais. Tu vas aller dans ce palace? Ouais. Il te dit, on est parti faire un concert en Ukraine. On était avec le président, il nous a invités dans un restaurant hyper étoilé, mais un truc, je sais pas, peut-être 3 000 à 4 000 € par personne. Lui, déjà, il boit pas. Donc déjà, il n'a pas bu de vin. Comme moi, on ne buvait pas. On a mangé, mais ça ne nous a pas plu plus que ça. Et pourtant, c'était des plats préparés par un chef exceptionnel qui arrivait en jet privé, etc. Et on s'est retrouvé au McDo 1 heure après à rigoler avec les sandwichs. Mais c'est génial, non? Ouais, c'est génial. Mais s'il savait, l'organisateur, il dit, c'est des fous, ces mecs-là. Comment tu vas manger au McDonald's alors qu'on vous a préparé le plus grand? Mais c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on n'est pas des riches. Ouais. On est des anciens pauvres. J'adore cette phrase. Ouais. On sera tout le temps des anciens pauvres. On aura toujours des réflexes de pauvres. D'ailleurs, tu le vois. Moi, quand je vais dans les magasins, et pourtant, je n'ai pas besoin, je regarde les prix. Mais normalement, tu ne regardes pas je sais pas, une compote de pommes, c'est 2 €, 3 €, ça va changer quoi à ta vie? On regarde les prix. Et ça, c'est quelque chose qui a été ancré en moi. C'est tout con, mais moi, j'éteins les lumières chez moi. Alors, j'ai pas besoin, ça coûte rien la lumière. J'éteins les lumières, j'étais traumatisé par l'éducation de mes parents. Éteins la lumière, laisse pas la douche allumée. C'est fou, non? Je termine mes plats. Ouais. Ça aussi, c'est ancré sociologiquement en moi. Je termine tous mes plats. Et c'est pas normal. Je peux pas laisser un plat, parce que pour moi, j'aime pas gâcher. Par exemple, t'aimes pas jeter. Je préfère donner. Par exemple, quand j'ai des habits que j'aime plus, il y a des Français, ils les jettent. Moi, je les donne. J'aime pas jeter. C'est plein de petits... Je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Ouais. Mais ça va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, c'est clair. Mais comme tu le disais aussi dans une autre vidéo, c'est ce qui t'a conditionné de l'enfance, ce qui te conditionne de l'enfance. Aujourd'hui, en fait, tu en tires aussi profit parce que, comme tu dis, tu côtoies des personnes qui sont extrêmement riches et tu vois les mauvaises choses, tu vois les choses qui clairement qui sont obscènes. Bah toi, donc du coup, il y a des choses que tu ne feras jamais. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais moi, je peux te dire, c'est ancré en moi. Et nous, on a une éducation forte. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que nous, les Marocains, ou les Arabes en général, les musulmans même en général, on passe beaucoup de temps avec nos enfants. Pour nous, l'éducation, elle est très importante. Un peu trop des fois, parce que l'enfant, il est trop roi. Mais je préfère plus que moins. Quand je vois l'absence des parents dans les familles extrêmement riches que je connais, mais ils ne voient jamais leurs enfants. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait des enfants, d'ailleurs. Ils ont une relation très bizarre avec leurs enfants.
ils posent de l'argent sur la table et ils s'en vont en week-end. C'est-à-dire que le moment où ils doivent voir... Déjà, ils ne les voient jamais. Ils passent des semaines entières à travailler comme des fous et ils font tout pour éviter leur famille. Et dès qu'ils les voient, ils les évitent. Ils les envoient en pensionnat. C'est très français, ça, pensionnat. C'est vrai. Hein. Dans des week-ends, eux, ils vont jouer au golf pendant des heures. Ils ne veulent pas voir leur famille. Parce qu'ils ont été aussi éduqués comme ça. Donc nous, on ne peut pas leur en vouloir parce que, je dis toujours, eux-mêmes sont nés comme ça. Donc, en fait, nous, moi, je suis un papa poule avec mes enfants et mes filles et tout, parce que mes parents étaient comme ça avec moi. Donc, en fait, tu reproduis le modèle familial sur tes enfants. Et pour moi, la réussite, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité. C'est comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va se rappeler de toi? C'est pour ça que quand, malheureusement, je souhaite à personne, mais quand il y a des décès dans des familles marocaines, c'est un drame. Quand il y a des décès dans des familles européennes ou américaines, souvent c'est un avantage pour eux parce qu'ils ont l'héritage. Ils attendent. C'est fou quand même. Juste ça, pour moi, ça sera un truc que je ne pourrais jamais intégrer. Moi, je ne pense même pas à l'héritage. Il n'y en a pas. Mais c'est moi l'héritage. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Et ça, l'amour qu'on a pour nos parents, personne ne pourra nous le retirer. Personne. Et je trouve ça exceptionnel dans le sens où, pour moi, la réussite, c'est le rapport que tu as avec les autres. Et souvent, les gens ils disent « Ouais, mais la réussite, c'est la voiture, la maison. » Mais c'est important. Si tu as tout ça et tu n'es pas aimé, ça sert à quoi? Et pour être aimé, il faut aussi donner. Et tu auras toujours quelqu'un autour de toi dans le besoin. Moi, je ne pourrais jamais être riche. Jamais. J'ai toujours dit aux gens, je ne pourrais jamais être riche. Je pourrais toujours bien, aisé, c'est-à-dire manquer de rien. Mais parce qu'il y a trop de gens autour de moi à aider. Tu auras toujours une sœur, un cousin, une belle-sœur, l'autre il a plus son appartement. Comment tu vas laisser toi les gens dans le besoin et toi moi j'ai trop de gens dans le besoin autour de moi pour être riche. Je comprends. Donc j'ai trouvé ma balance, je me fais plaisir à moi et je me fais plaisir à eux. Et j'ai réussi à trouver cette balance-là. Et c'est très génial. Et bizarrement, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est fou quand même la vie. C'est fou. C'est vrai. Hein, plus tu donnes, plus tu reçois. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Il y a eu des choses hyper intéressantes. On va se revoir. Avec plaisir. On va se revoir. Et tu as ma parole. Oui, ça c'est... C'était un moment très plaisant. Combien je te dois? On dirait une séance de psy. Mais en tout cas, je me suis livré. Et ce qui est génial, c'est que tu laisses parler tes invités, tu laisses des respirations. Et ça, c'est une preuve de professionnalisme qui est très rare. Crois-moi, je fais des interviews toutes les semaines depuis pratiquement 25 ans. Je fais toutes les médias possibles. Et ce qui est génial chez toi, c'est qu'on est tellement dans une atmosphère cosy et tu as les questions intelligentes. Tu arrives à faire livrer l'invité et ça, bravo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi? 3 choses. La santé, la santé et la santé. Le reste, je travaille tous les jours pour. Magnifique. Je voulais finir par savoir un petit peu quelles étaient tes prochaines échéances. Qu'est-ce que tu veux faire par la suite? Ta vision d'ici une dizaine d'années? Alors moi, je suis dans une deuxième phase de ma vie. La première phase, c'était le sprint. Deuxième phase, on va dire, c'était affirmer mon sprint parce que j'avais besoin de l'admiration et de mes pairs. Ça, c'est le plus dur. Ça veut dire réussir, si tu veux, c'est pas si difficile que ça. Si tu travailles tous les jours, tu peux. Après, tu as envie d'être reconnu. Tu as envie qu'on dise « Ah ben lui, il a réussi par son talent, par son réseau, etc. » Là, ça commence à être bien. Et la troisième phase, je pense que c'est la transmission. Moi, ce que j'aimerais, c'est de me dire, de toute façon, moi, je vais travailler jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à que je peux plus respirer, je vais travailler. Moi, je ne me vois pas rester à jouer au golf, rester sur une plage. Ce n'est pas mon délire. Ça, c'est vraiment pas mon délire. Moi, j'aime travailler. Mon métier, c'est une passion. Et moi, c'est tous les jours. Moi, j'ai jamais de vacances et en même temps, je travaille jamais. C'est un peu les deux. Moi, par exemple, on est dimanche et on est là, on enregistre et c'est avec un plaisir que je viens. J'adore ce que je fais. Le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, moi, j'adore ce que je fais. Et donc, c'est la transmission. C'est si je peux changer, comme je t'ai dit tout à l'heure, des destins, pas par l'argent, juste des mots, ou connecter des gens. Par exemple, je vais me dire, tiens, Mani, il y a lui, j'aimerais bien l'inviter. Tu peux lui en parler. Ou je ne sais pas. Si j'arrive à faire ça, à connecter des gens entre eux, mais sans intérêt, parce que là, ce que je fais, c'est monétiser, mais sans monétiser, je pense que j'aurais réussi quelque chose dans ma vie. Magnifique. Et aider des nouveaux entrepreneurs. J'ai des amis, par exemple, ils sont dans le cinéma. J'ai des amis, ils sont des créateurs de parfums. J'ai un ami à moi, par exemple, qui s'appelle Haussmann, il est créateur de parfums. Et il est venu là, d'ailleurs, aujourd'hui. Et c'est des gens qui sont en train d'exploser. J'ai envie que notre communauté, elle sorte des sentiers battus.
Ça y est, on a les boxeurs. Ça y est, on a les footballeurs. On a les rappeurs. On est bien. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a même été plus loin qu'on pensait. On a une hégémonie dans ce métier. Mais pourquoi pas aller dans d'autres domaines? Pourquoi pas avoir des peintres? Pourquoi on n'a pas un peintre marocain connu? Pourquoi on n'a pas un designer vraiment connu, genre mondialement connu, comme Elisab qui est libanais? Pourquoi on n'a pas un astronaute? Pourquoi on a toujours les mêmes métiers où on va aller chercher de la facilité, où le mec, c'est vrai, en 100 mètres, c'est le meilleur? Oui, mais ça, c'est acquis. Pourquoi on ne va pas chercher d'autres métiers? Pourquoi on n'aiderait pas à médiatiser un présentateur connu? Il faut aller pousser ça. Il faut pousser. Là, je sens qu'il y a une espèce de nouvelle génération qui sont en train de pousser. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on est le futur. Et eux, le passé. Mais ce qu'il faut, c'est pousser d'autres métiers. Tu vois, c'est pour ça que moi, quand je rencontre des parcours un peu atypiques, je me reconnais un peu. Et je me dis, mais j'aurais été tellement content d'avoir rencontré un Mani à cette époque-là. Ça m'aurait peut-être même conforté dans l'idée que je suis dans la bonne direction. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'y étais et j'ai réussi à transformer l'essai. Mais si j'avais quelqu'un qui m'avait dit « Ce que tu fais, c'est incroyable ». Et je suis reconnu que maintenant, au bout de 30 ans, t'imagines, le premier Marocain à avoir été avec Rick Martin, Stevie Wonder, des trucs de fou. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et on m'a reconnu que maintenant. J'étais plus connu aux États-Unis qu'en France, t'imagines? Incroyable. C'est fou. C'est-à-dire qu'on me connaît plus aujourd'hui aux États-Unis. Tu vas à Miami, à New York, à LA, tu dis Mani, tout le monde me connaît, qu'en France. En France, c'est très récent, il y a 5-6 ans. Et au Maroc, c'est quoi? Il y a pareil. Mais c'est même pas mon pays, les États-Unis. Et ils m'ont reconnu plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris aux États-Unis qu'il faut donner la chance aux gens. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Le partage est... Merci pour cette discussion très enrichissante. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on m'a inspiré des nouvelles générations. Et bravo, continue ton podcast. Moi, je pense que tu es parfaitement sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir regardé ce podcast très enrichissant. Si vous voulez suivre, et je vous le conseille, Mani Nordine sur ses réseaux sociaux, tout est dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Merci à toi. Je pense qu'il y a des gens qui méritent la misère dans laquelle ils sont. Tu vas pas rencontrer que dans ta vie des gens comme toi. Tu vas rencontrer des opportunistes, des escrocs, des gens qui vont vouloir ton mal, etc. Tu sais, quand tu entreprends, pourquoi c'est très dur? Tu as l'administration qui est sur toi, tu as ton entourage, les jaloux qui sont sur toi. Et à côté de tout ça, tu dois aller chercher des clients pour faire tourner ta boîte. Et là, tu n'as que des rapaces qui veulent te bouffer. Tu es seul au monde. Tu as les concurrents qui vont envoyer tous les jours des dénonciations. Les lois sont super bien faites pour les voyous au col blanc. Pourquoi les dealers, ils risquent beaucoup? Parce qu'ils touchent aux impôts. Ils ne payent pas d'impôts à l'État. Les gens honnêtes, c'est 10% des 100%, quoi. Ce que vous allez voir là, c'est une dinguerie. On essaye juste de montrer qu'il y a une faille qui est énorme. Il va prendre 10, 20 immeubles comme ça. En une journée, tu fais des formalités rapides. Tu as 200 millions d'euros de patrimoine. Les gens, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont perdu leur immeuble comme des débiles. Pourquoi investir en fait dans l'immobilier en France? Aujourd'hui, il faut être taré. Donc, il y a une chose à faire. Et tu vois, je vais donner le conseil gratuit.